This podcast is brought to you by HEC Paris. Messieurs les professeurs, messieurs les directeurs, chers collègues et chers élèves. La rentrée académique aujourd'hui à HEC est marquée par un événement prestigieux, convivial et porteur de sens. L'accueil du professeur Landes, qui nous fait le grand honneur de délivrer cette conférence sur mondialisation, globalisation et nationalisme, est en effet quelque chose de très important pour nous. Ce moment est prestigieux car le professeur Landes est l'un des plus éminents spécialistes mondiaux de l'histoire économique et je crois que c'est une discipline très importante. Je pense d'ailleurs que beaucoup d'entre vous avaient travaillé sur une toute ou partie de son œuvre pendant vos classes préparatoires. Ce moment est également convivial car vous êtes, monsieur Landes, professeur à Harvard, une institution qui bien sûr est une institution de référence, mais également une institution avec laquelle nous avons beaucoup de liens académiques. Enfin, ce moment est porteur de sens, car votre vie et votre œuvre sont synonymes de culture, d'internationalisation, de maître mot de cette institution qui est HEC. Au nom du groupe HEC et au nom de tous les présents cet après-midi, vous me permettrez donc de formuler tous mes remerciements. Mesdames, Messieurs, enfin, chers collègues, c'est pour moi un très grand honneur d'être invité ici et d'avoir la possibilité de connaître un peu cette promotion à ses débuts qui va fournir des managers non seulement pour la France, mais pour le monde entier. Alors, on m'a demandé de parler de mondialisation et de globalisation. Et je dois commencer par dire qu'effectivement, je suis historien de formation, de conviction, de prédilection, mais que j'ai passé la meilleure partie de ma carrière professionnelle auprès des économistes. Et que dans mon université, c'est-à-dire Harvard, ça fait toute la différence, car les économistes à Harvard aiment bien discuter avec n'importe qui, même ceux qui ne sont pas d'accord, tandis que les historiens sont plutôt jaloux de leur domaine. Ils sont brillants, mais ils n'ont pas le même sens du fellowship du monde savant. Alors, c'est comme ça. Alors, c'était mon bonheur d'être parmi les économistes. Je vais commencer par un problème. Est-ce que de nouveaux mots signifient des nouveautés? Et je cite, développement, modernité, mondialisation, libéralisation. Peu d'époques de l'histoire humaine ont connu autant de bouleversements que la nôtre, surtout depuis un siècle. C'est d'un livre de Comilio, Les impasses de la modernité. Et si on ajoutait d'autres mots, globalisation, commercialisation, marchandisation, commoditification et encore, on se croirait bien pris dans un monde bouleversé, intoxiqué, menacé, et peut-être aussi prometteur et encore. Je ne me rappelle pas quand c'était que je me suis rendu compte que là où les autres parlaient de globalisation, les Français utilisaient le mot mondialisation.
Et je me suis dit qu'il s'agissait encore une fois d'une exception culturelle. Les Français n'allaient pas laisser l'idée, l'invention de l'idée et sa définition à l'initiative des autres, surtout pas aux anglo-saxons. Et puis on m'a expliqué qu'entre mondialisation et globalisation, il y avait une différence. La mondialisation, c'était la diffusion d'une civilisation mondiale, avec tous ses aspects intellectuels et spirituels, un processus potentiellement humanitaire, égalitaire, universaliste, mu par le respect de chacun pour chacun. Tandis que la globalisation était la diffusion et l'établissement de l'empire des riches sur les pauvres, sur les autres, fort contre faible, processus économique et politique. Mais il est évident avec le passage du temps et de l'usage que le mot français, mondialisation, est employé dans les deux sens et que pour les Français, la globalisation est quasiment exclue du vocabulaire technique. Je cite dans le journal que vous connaissez tous, Le Monde. La mondialisation, ouvrez la parenthèse, les anglo-saxons parlent de globalisation, fermez la parenthèse, n'est pas en soi un phénomène inédit. Le commerce, les échanges économiques, les multinationales, les mouvements de capitaux, les transports internationaux rapides existent depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. En effet, le processus de mondialisation, globalisation si vous voulez, à ne pas confondre avec de simples échanges commerciaux, ce processus remonte au XVe siècle, à mon avis, à l'expansion de l'Europe outre-mer, à l'ouverture du monde, à la découverte du nouveau monde. Remarquez, il y a des historiens et philosophes progressistes qui refusent l'idée d'une découverte. Pour eux, c'est une condescendance. Comment peut-on découvrir ce qui est déjà là? On pourrait tout autant parler d'une découverte par les indigènes américains. Et effectivement, on pourrait. Eux aussi ont découvert, ont été surpris, mais ils n'ont pas compris la portée de la chose. Ils ne pouvaient pas, ils recevaient. Ils ne connaissaient même pas l'envergure et la signification de leur propre peuplement des deux continents. Ils ne savaient même pas ce qu'était un continent. Tout cela, enfin, découverte ou pas découverte, n'est que subtilité et argutie qui, pour des raisons idéologiques, visent à priver les Européens d'un rôle initiateur. On reconnaît que les explorateurs européens n'ont pas tout compris. En particulier, ils croyaient d'abord avoir traversé l'océan pour trouver le légendaire Japon, croyant le monde bien plus petit qu'il ne l'est. Mais ils se sont vite corrigés. Ils ont compris dès le début qu'ils avaient entamé, sinon accompli, la circumnavigation du monde. Et ceci d'autant plus après le passage portugais du continent africain dans la mer Indienne et les voyages espagnols du Mexique vers les Philippines. Cette séquence d'ouverture et d'expansion qu'on connaît comme la mondialisation ou la globalisation s'est poursuivie depuis par à-coups, en traversant des périodes de progrès rapides ou lents selon les possibilités techniques et politiques. Au début,
c'était une histoire ibérique, à partir de ses premières expéditions à travers la Méditerranée et l'approche atlantique, première moitié du XVe siècle, histoire d'îles et de côtes. Et puis on a eu l'explosion du XVIe, l'exploitation des trésors minéraux du Nouveau Monde, argent et or, dans cet ordre. Argent d'abord, parce qu'il y avait plus d'argent que d'or, et valait plus. Et l'ouverture de l'Inde et de l'Asie, tout cela avec la bénédiction du Saint-Père de Rome, qui s'est cru autorisé à partager le monde avec ses deux enfants, entre ses deux enfants chéris de l'Espagne et du Portugal. Mais la réussite même de ces premiers voyages invitait d'autres à entrer dans le jeu. Les Hollandais et les Anglais surtout, deux pays protestants voués à la mer. Et ce sont ceux-là qui ont fini par ramasser le butin de l'Asie. Vrai que les Espagnols ont gardé leur empire américain jusqu'au début du XIXe siècle et en ont tiré une fortune en métal. Mais cette aubaine leur a plutôt coûté que rapporté. À l'encontre de l'argent gagné, l'argent trouvé ou volé dévoie le bénéficiaire. En revanche, les Hollandais et les Anglais ont bâti leur empire sur la cultivation agricole, y compris l'esclavage, et les manufactures, colonies américaines surtout, ou sur des plantations et des privilèges commerciaux. C'étaient des entreprises rentables. Au cours des siècles, d'autres puissances sont entrées dans le jeu. La France surtout, en dépit d'une préférence marquée pour les gains continentaux. Et puis, tardivement, le Japon. Ce dernier, le Japon, s'en est pas mal enrichi, mais les gains et les ambitions impérialistes ont fini par fausser leur politique intérieure et par encourager des convoitises qui ont amené la guerre et le désastre. Je pense ici à la Deuxième Guerre mondiale, la défaite après tant de victoires. Quant à la France, elle n'a eu droit qu'à la portion congrue, les restes. Certains intérêts particuliers ont profité de la colonisation. D'autres ont perdu. Mais le pays lui-même en a plutôt perdu, non seulement par les frais de gouvernement, de conflits et des maladies, mais surtout par l'accès d'amour-propre qui en résultait. Toujours mauvais guide. Si l'on suit l'ordre des événements et les progrès de l'expansion commerciale et impériale, on trouve que les jeux étaient déjà faits avant la fin du XVIIIe siècle. Tout à l'avantage des Pays-Bas, avec son empire en Indonésie, et de l'Angleterre, avec son empire, enfin, les débuts de son empire en Inde. Ensuite, on a poursuivi ce que nous appelons souvent l'impérialisme formel, l'acquisition de colonies et de dépendances, mais pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire des raisons mal calculées, du moins en termes commerciaux. En termes psychologiques, il y a un aspect d'économie qui est trop souvent négligé par les observateurs critiques. C'est le fait que ces dépendances fournissaient des carrières aux jeunes Européens, surtout ceux de bonne famille, qui y trouvaient des postes de prestige et d'influence qui consolaient du manque de situation comparable chez eux.
calcul ou pas, parce qu'il y a le rôle des accidents aussi, la colonisation ne touchait que 18% des terres habitables et quelques 3% de la population mondiale à l'aube de l'ère industrielle, c'est-à-dire vers 1760. Puis à l'apogée, disons 1938, 42% de la surface, 32% des habitants. Sur cette période, la population des empires coloniaux a cru de 27 à 742 millions d'habitants, 368% de celle des pays métropolitains. Tout de même, ça c'est pour l'impérialisme formel. Tout de même, le 19e fut surtout l'âge de l'impérialisme informel, d'attaches commerciales libres sans annexion territoriale. Et le XXe siècle fut l'âge d'une retraite générale basée en partie sur la résistance des colonies, mais aussi sur une décision rationnelle, toujours le calcul, de la part des maîtres, qui ont fini par bien comprendre que la domination formelle ne payait plus. Au contraire, on se rendait compte que l'argent versé aux colonies privait, c'est-à-dire n'enrichissait pas la métropole. Et je cite ici un article qui est apparu à la fin du XIXe siècle. Il est temps de consacrer au Lot-et-Garonne et aux Basses-Alpes les dizaines de milliards que nous gaspillons au Sénégal et à Madagascar. Or, je veux simplement insérer une petite pensée. On pourrait dire, n'est-ce pas, et discuter que les gens de ces autres parties du monde méritaient aussi des subventions, etc. Et ce serait peut-être un acte égoïste de la part des populations des pays métropolitains de penser que tout ce qu'ils dépensaient là était pris sur leur propre trésor, sur leurs propres possibilités. Mais ceci dit, c'était l'attitude qui prévalait à l'époque. Et on pourrait poser aussi la question, si c'était l'attitude qui prévalait, comment se fait-il qu'on ait essayé de garder toutes ces colonies si longtemps? Mais j'y reviendrai. Les plus durs et obstinés étaient les Japonais, qui ont fait la guerre pour s'imposer sur l'Asie de l'Est et les îles autour. Ils rêvaient même de conquérir et d'annexer l'Inde. Mais ils ont été battus, ils ont enfin compris qu'il coûte moins cher d'acheter que de saisir. Et puis on a eu, comme on a vu, des cas d'impérialisme pour le prestige et l'amour-propre. Des cas où le calcul était plutôt psychologique que matériel et économique. On pense ici surtout à la France et au Portugal. Ce sont ces pays-là qui ont le plus persisté et résisté aux efforts indépendantistes des colonisés, ce qui leur a coûté fort cher. Rappelons-nous la guerre d'Algérie. En somme, l'impérialisme formel n'a pas été la force économique qu'on a cru. Cela n'étonnera pas ceux qui y voyaient une exploitation camouflée. On prenait, on s'emparait, on appauvrissait. Pour d'autres, ces désavantages étaient plus que compensés par les travaux publics, la collaboration, l'enseignement, les contacts personnels. Mais ces bénéfices reflétaient à la longue l'inégalité entre impérialistes et colonisés. L'impérialisme informel, avec toutes ces inégalités, impliquait au moins un minimum d'indépendance et de capacité de la part de l'associé dépendant. Bien négociés, bien conduits, ces arrangements pouvaient profiter à beaucoup des deux côtés de la table. Comme vous voyez,
je préfère informel au formel. On dirait que l'âge d'or de l'impérialisme informel était le 19e siècle, surtout la belle époque de 1890 à 1914. Par rapport à cette période d'expansion commerciale et financière, les flux de la fin du XXe siècle, surtout les flux nets, seraient moins forts. De même pour les courants migratoires. Beaucoup des économies pauvres d'aujourd'hui seraient, on dit, moins ouvertes, moins globalisées que l'or. Et aussi, disent les sceptiques, moins intégrées. Ceci non pas pour exprimer des regrets, mais plutôt pour calmer les soucis. Or, je ne suis pas sûr. D'abord, on connaît le monde bien mieux qu'autrefois, ce qui facilite l'intégration et encourage les migrations. En plus, il me semble que les économies pauvres sont plus ouvertes qu'autrefois, plus désireux d'entrer en relation commerciale avec les riches, car ces relations peuvent être bien profitables. J'attire votre attention ici sur la contradiction apparente avec la doctrine d'avantage comparatif, qui est interprétée, n'est-ce pas, de façon à confiner, à restreindre un pays à ses activités qui paient le plus. Du moins, c'est comme ça que l'économiste voit cette thèse. Je souligne, ce n'est pas comparé entre deux pays différents, deux économies différentes, c'est comparé au sein de la même économie, une activité contre une autre. Hein? Mais ce que les économistes oublient souvent, c'est que cet avantage comparatif n'est pas fixe. Ça change avec le temps. Et si vous avez la possibilité de lire dans mon livre, Richesse et pauvreté, vous verrez que je parle là de l'attitude des économistes britanniques, qui étaient en quelque sorte les chefs de la profession. Dans la première moitié du XIXe siècle, ils étaient convaincus qu'un pays comme l'Allemagne devait cultiver seigle et blé, n'est-ce pas, et ne pas s'occuper de l'industrie. Parce qu'avec ce qu'ils gagnaient par l'agriculture, ils pouvaient acheter tout ce qu'ils voulaient de la Grande-Bretagne, toutes les manufactures. Or, les Allemands, à leur grand profit, n'ont pas accepté cette thèse et ils ont cru, et à la longue avec raison, qu'ils avaient d'énormes possibilités industrielles. Et ils sont devenus bien plus riches qu'ils seraient devenus autrement. Et c'est ce qu'on voit maintenant. Les pays du tiers-monde, n'est-ce pas, maintenant, ils veulent tous avoir des industries. Et c'est peut-être un peu romantique, mais tout de même, ça leur promet un meilleur avenir que s'ils restaient toujours limités aux plantations et à l'agriculture. Ce qui m'impressionne ici, c'est que cette attitude ouverte a été adoptée en dépit de toute une idéologie anti-impérialiste, antidépendantiste. Maintenant, je ne parle plus de l'économie classique ou néoclassique, je parle précisément d'une idéologie qui était anticapitaliste, etc. Si on avait écouté les dogmatiques qui présentaient ce point de vue, on aurait tout simplement refusé toute affaire avec les riches, parce qu'on ne pouvait que perdre. D'après ces idéologues, un tel refus était inscrit dans la logique du système. La dépendance serait faite, serait cultivée pour qu'on exploite et exploitant appauvrisse. Alors il fallait éviter ces échanges.
Mais cet esprit négatif n'a pas pris, ce qui veut dire que la décision de s'engager dans les pratiques d'échange et de globalisation a été prise délibérément de pleine conscience. Il est vrai que la poursuite d'une économie internationale a soulevé un tollé de critiques et de protestations. Comme disent les membres du cercle des économistes, je cite, « La mondialisation n'a pas bonne presse auprès de l'opinion. » Et comme tout le monde sait, cette opposition a pris ci et là des formes violentes, comme à Seattle, ou tout récemment à Melbourne, en Australie. Parmi ces troubles faits, des anarchistes et des rebelles qui y voient l'occasion heureuse de manifs et bagarres. Mais bagarreurs à part, ces critiques viennent d'abord de la part de ceux qui ne voient rien de bénéfique dans le capitalisme, au contraire, puis de ceux qui s'attendent de cette expansion un plus grand vide entre riches et pauvres, entre gagnants et perdants, puis de ceux qui veulent protéger la nature des convoitises des partisans de la croissance à tout prix, puis de ceux qui regrettent une tendance vers l'homogénéisation des cultures nationales, vers l'écrasement de la diversité. Or, même avec mes dissentiments, ce sont là des sentiments qu'il faut prendre au sérieux. Parce que, entre autres choses, en attendant, l'écart entre les pays riches et les pays pauvres va en croissant. Et le lien supposé entre la mondialisation en tant que processus sélectif et cet écart expliquerait la passion et la fureur même de l'opposition. Comment vivre, accepter cette transformation? Et pourtant, la plupart des pays pauvres voient améliorer leur sort dans le sens absolu, pas relatif. Ils rétrogradent par rapport aux riches, mais ils sont mieux. Comment le savons-nous? Par les chiffres de mortalité et de morbidité. On vit plus longtemps et on est moins malade. En revanche, entre parenthèses, certaines régions reculent ici, surtout l'Afrique, victime d'une épidémie de sida. La tension, la lutte continue. Mais tout de même, sur, la deuxième moitié du XXe siècle, les pauvres vont mieux que leurs ancêtres. D'autres ont refusé ces objections en minimisant la portée de ces gains. Au contraire, disent-ils, la résistance des unités politiques, surtout des nations défensives, continue de poser des obstacles importants à l'évolution naturelle et multicentenaire de l'économie internationale. C'est-à-dire que même en connaissant ces chiffres, il y a des gens qui voient les choses d'un autre point de vue. Et si j'avais le temps, je prendrais un passage du livre de Jean-Marie Sindaïgaya. Le titre, c'est « Mondialisation, le nouvel esclavage de l'Afrique ». Or, pour cet auteur, ces griefs se font surtout envers et contre l'oncle Sam, je cite, lequel a décidé à transformer les terriens, c'est-à-dire les Africains, en consommateurs exclusifs de la production US, et encore et encore. Et puis il parle de la pérennisation de la tourmente ethnopolitique dans la région des Grands Lacs, en Afrique, je cite encore, avec la bénédiction, voire même le soutien politique et militaire des USA, point d'exclamation. Toujours les USA, même dans la sphère des intérêts des impérialistes européens. Et effectivement, les réactions à la mondialisation reflètent les conflits et controverses du jour.
Les perdants y voient le danger, la perspective d'autres pertes. Or, il faut être réaliste. Il faut reconnaître que la globalisation n'est pas une invention, comme nous avons vu, de la deuxième moitié du XXe siècle. Elle date déjà de 5 à 600 ans. Elle a commencé avec l'ouverture du monde à la navigation européenne à partir du XVe. Et elle a toujours été liée aux progrès technologiques qui ont facilité et encouragé la mobilité, élargi le rayon d'influence et des contacts, accentué l'écart de pouvoir entre Ouest et Est. Étant donné ces rapports et relations, on n'a pas le choix de s'abstenir ou de refuser. On peut toujours bâcler l'affaire, mais il faut la vivre pour le mieux ou le pire. C'est cela sans doute qui pousse les négationnistes à la violence. La logique et les possibilités sont contraintes et contraignantes, c'est à rendre furieux. On n'a pas le choix, mais il y a des choix à faire. Les pays riches qui veulent, comme toujours, profiter des ressources des pays pauvres, n'est-ce pas? Il faut toujours comprendre. Ils sont là pour gagner de l'argent. Font une sélection basée en partie sur la stabilité et l'esprit de collaboration des partenaires, en partie sur les conditions commerciales, les prix du marché, par exemple. Pour les choses, ces conditions dépendent de la conjoncture économique et politique qui varie avec la région et le pays. Cette variation diminue avec le temps et la multiplication des échanges internationaux, mais elle peut être envenimée par les intérêts politiques. Ainsi, la France, et avec elle d'autres membres de l'Union européenne, ne veut pas acheter des bananes provenant de l'Amérique centrale pour donner la préférence à celles des pays africains, autrefois membres, colonies de l'Empire français. Cette barrière douanière exaspère les Américains, qui ont des rapports avec les grandes maisons commerciales qui font cultiver les bananes. Les États-Unis ont porté plainte devant l'OMC, mais les Européens, et surtout la France, qui s'y connaît en matière d'exception, leur tournent le dos. Alors les Américains ont imposé des tarifs punitifs sur les produits agricoles européens, hautement appréciés aux États-Unis, les beaux fromages, les bons pâtés, les boissons, et sur quelques objets de manufacture. Le problème, c'est que certains de ces objets sont tant appréciés que les Américains sont prêts à payer 2 et 3 fois le prix antérieur, ce qui ne manquera pas d'encourager des hausses, même sans tarif douanier. Le perdant final sera le consommateur américain. Et puis des entreprises américaines. Quand les Européens se sont aperçus à leur tour que le gouvernement américain fait exception pour des entreprises exportatrices telles Boeing ou General Motors, en exemptant les profits des ventes à l'étranger de l'impôt sur les bénéfices. Illégal, déclare l'Union européenne. Que faire? Le consommateur n'est que prétexte. Les grandes entreprises sont le point de l'exercice. Là, le bas blesse. Mais tout cela, c'est la guerre commerciale à l'ancienne. Les lois et les administrations européennes offrent des possibilités similaires. BMW, par exemple, a trouvé moyen entre 88 et 92 de réduire les impôts payés en Allemagne de 545 millions de Deutsche Mark à 31 millions, moins de 10%. En 1993, elle annonça que 95% de ses bénéfices avaient été gagnés à l'étranger. On dirait qu'ils donnent les voitures aux Européens comme cadeau. Comme a dit un de ses officiers, on cumule les dépenses là où le taux d'imposition est le plus élevé, c'est-à-dire en Allemagne, et ainsi de suite. Un autre exemple, Intel,
le plus grand producteur de semi-conducteurs, dont il vendait la bonne partie à des fabricants d'ordinateurs japonais, traitait les profits de ces chips fabriqués aux USA comme revenus japonais, car le titre de propriété de ces objets passait là-bas. Mais le traité commercial américano-japonais obligeait le gouvernement japonais de traiter ses profits comme américains. Résultat, la moitié au moins des revenus Intel à l'exportation étaient tout simplement exempts d'impôts. Impôts américains aussi. Et c'est pour ça que vous allez à l'école, pour apprendre le moyen de connaître les lois et le droit et de trouver moyen de contourner. Oui, je suis cynique. Le fait est, calviniste et cynique, le fait est que nul système n'est parfait et qu'on peut toujours trouver des moyens d'évasion et de rétorsion, un monde uni, homogénéisé, mais divisé comme toujours entre rivaux. C'est ça qui rend la vie si intéressante. Les tensions, la concurrence, les mesures et contre-mesures, l'habileté et les astuces. Et c'est ça qui enrichit les riches. Ils ont tant de plus à gagner. Encore une fois, soyons réalistes. Si la globalisation est telle que nous l'avons décrite, c'est-à-dire un mouvement pluricentenaire d'expansion commerciale lié surtout aux avancées techniques, elle va continuer avec ou sans la permission des pays pauvres ou des économistes et politologues furieux. En attendant, cette expansion a des aspects inédits qui expliquent pourquoi certains y voient une nouveauté. Parce qu'autrement, comment expliquer ce flot d'écrits, de déclarations, de protestations, d'avertissements, et ainsi de suite. En particulier, l'aspect humain provoque des remous, l'exportation de jobs vers les pays de main-d'œuvre à bon marché et la recherche de travailleurs de haute technicité dans ces mêmes pays à bas salaire et à capacité technologique. Nous avons même acronyme PBSCT. Surtout s'y opposent les syndicats. À quoi répond le patronat? Dans ce nouveau monde, marché mondial libre, si nous n'agissons pas les premiers, ce sont nos concurrents qui le feront. Et l'économie française, dans son ensemble, y perdra. J'ai dit aspect inédit. Ce n'est pas tout à fait exact. Il faut se rappeler qu'au début de cette expansion, au XVIe siècle, les pays occidentaux ont rencontré des civilisations tout aussi industrialisées que la leur et au-delà, avec des secrets techniques que les visiteurs enviaient et convoitaient. Étant donné, par exemple, la finesse des meilleurs textiles asiatiques et l'inimitabilité des belles porcelaines chinoises, on suppose même que les Occidentaux venaient en primitif barbare à cette rencontre Est-Ouest. C'est un thème-là bien chéri et cultivé par les sinologues sinophiles, c'est-à-dire des soi-disant experts non chinois. Loin de là, à cette époque, les Européens dépassaient déjà les autres dans de nombreux domaines, y compris l'armement, la navigation, l'emploi des métaux et d'instruments de mesure et d'optique, y compris les lunettes, très, très, très important, et pourtant non pas noté par les historiens pendant longtemps. Et miracle dans long retard, l'imprimerie. L'Occident avait un grand avantage grâce à l'alphabet. Cette rencontre a été à l'avantage des Occidentaux qui continuaient à progresser pendant que les civilisations asiatiques pâtissaient et stagnaient, sinon reculaient, au point où ils n'arrivaient plus à tenir tête au point de vue technique, surtout après la révolution industrielle. Pendant ces années d'un écart grandissant, les sociétés industrielles ne cherchaient pas d'abord à installer leurs industries dans les pays coloniaux. Il y a des historiens et politologues qui y voient un refus
idéologique et une politique délibérée d'appauvrissement. Et pourtant, ces entrepreneurs ne cherchaient que le gain. Il faut toujours supposer le pur égoïsme, de sorte qu'il faut présumer qu'ils auraient exporté le travail si cela payait. S'ils n'ont pas fait, c'est que ces pays-là n'étaient pas encore prêts à apprendre le machinisme ni à se servir de machines. De sorte que l'industrie moderne n'apparaît dans ces pays du tiers-monde, n'apparaît qu'après le milieu du XIXe siècle, en Inde, en retard de presque 100 ans. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On n'hésite pas à exporter les jobs, surtout aux pays relativement pauvres qui jouissent d'une main-d'œuvre qualifiée en quête d'emploi. De plus en plus, la poursuite d'emplois industriels amène les pays émergents à lier la permission de vendre chez eux, n'est-ce pas, sont les pays pauvres, lier ça à l'exportation par les riches de techniques et d'une part de la production. Il est évident à ce propos que la force du postulant est fonction de la taille du marché et des perspectives pour la société multinationale, pour les sociétés multinationales. C'est ce qui explique la puissance marchande de la Chine, malgré un revenu par tête toujours très bas. C'est une question de nombre et de rêve. Oil for the lamps of China. Hein? C'est ça le rêve qu'on vendra à tous les Chinois. Là, même au milieu d'une campagne présidentielle aux États-Unis, républicains et démocrates sont d'accord. Tous les deux, ils veulent faire des affaires. Mais non seulement le travail des pauvres, c'est les ventes qui comptent aussi, et l'exemption d'impôts. Rappelez l'histoire d'Intel. Bref, c'est l'argent qui compte. C'est ainsi que la compagnie Michelin s'est décidée en 1982 d'investir 400 millions de dollars pour augmenter sa production de pneus aux États-Unis, ce qui a coûté aux contribuables français, entre 1982 et 1999, près de 10 milliards de francs d'aide sociale alloués par le constructeur. C'est l'inattendu de cette nouvelle technicité de ces pays émergents qui fait croire à certains que la mondialisation est une nouvelle chose. Ils pensent que tout ça, c'est venu dans les derniers 20 ou 30 ans. Mais non, ce n'est pas vrai, mais il y a des pays, autrefois tiers-monde, qui passent aujourd'hui dans les rangs des nouveaux pays industriels grâce non seulement à des installations et des équipements, parce que ces choses s'achètent clé en main, mais aux connaissances, à la production de jeunes techniciens et ingénieurs capables non seulement de tourner la clé, mais de comprendre, d'appliquer, d'adapter, voire améliorer les techniques. C'est peut-être l'Inde, avec sa province de Bangalore, qui fournit le meilleur exemple de cette formation intellectuelle au service de l'industrie. Les diplômés de ces écoles techniques, notamment de l'Indian Institute of Technology à New Delhi, sont les cibles de sociétés étrangères qui voudraient soit les engager en tant qu'immigrés, soit les employer à longue distance. Ce sont les Indiens qui reçoivent 45% des H-1B visas émis par les États-Unis. Ce sont des visas pour les techniciens. Au début, aux années 80 et 90, la grande majorité des diplômés convoitaient des postes en Amérique. 84% en 1993. Aujourd'hui, cette proportion a diminué. 60% seulement. Car l'Inde a créé ses propres entreprises et ses propres jobs. Va pour la matière première grise. Est-ce que le monde est mieux pour cette globalisation régulière, mais continue? D'après ce qu'on peut capter de la réalité générale, on vit plus longtemps, comme j'ai dit, en meilleure santé. La production matérielle augmente.
On est plus riche, mais on supporte mal l'écart persistant entre riches et pauvres, entre pays et au sein d'un même pays. On est indigné par l'existence même de la pauvreté, par les pays riches, même dans les pays riches, dans un monde qui a tant à donner, et la suffisance triomphale des gagnants, l'indifférence de ceux qui sont considérés comme exploitateurs, qui s'enrichissent aux frais des autres, rend tout simplement furieux. Les développements techniques, la globalisation font croître la part des capitalistes. Pas étonnant que les protestataires ne voient d'autre recours que la violence, l'anarchie. Et pourtant, quelle est l'alternative? Nous voilà sur les fourches d'un dilemme. Quelques mots sur la pauvreté. Un nouveau rapport de la Banque mondiale nous parle d'une population miséreuse, définie comme ceux qui vivent de moins d'$1 par jour, de 1,2 milliard de personnes. Cela représente un progrès. En 1978, on comptait 200 millions de plus. Mais ce progrès aussi est sélectif. La portion des pauvres a diminué de 27 à 15% en Asie-Est, 27 à 15, de 45 à 40% en Asie-Sud, de 47 à 46% en Afrique au sud du Sahara, en passant, je ne le crois pas, mais elle a augmenté de 15 à 16% en Amérique latine. Et enfin, les leçons. Ce n'est pas la peine de faire l'histoire si on ne veut pas en tirer des leçons. Pour moi, il y en a 4 surtout. 1. Il faut accepter la mondialisation-globalisation. Elle est là depuis 500 ans, un demi-millénaire. Ce n'est pas un accident. Si tel pays voulait s'en abstenir, il verrait les autres dépasser. 2. Étant donné qu'il s'agit d'un processus de sélection, il vaudrait mieux être gagnant. 3. On gagne par la préparation intellectuelle et technique, et ceci de plus en plus. Alors c'est l'éducation qui est la clé du succès. 4. On peut faire des choses pour les perdants. On peut les aider, on peut leur donner, on peut excuser les dettes. On entend beaucoup de choses là-dessus. Problème qu'il faut emprunter après. Mais en fin de compte, chaque société doit trouver son propre salut. Monsieur le professeur, au nom de l'ensemble des professeurs que je représente, en ma qualité de doyen du corps professoral, je vous remercie de nous avoir donné cette conférence sur mondialisation, globalisation et nationalisme, les leçons de l'histoire. Votre message est pour nous riche d'enseignements, car il nous permet de clarifier, par une approche rigoureuse et éclairée de l'histoire et de l'économie, les questions et les enjeux du monde actuel. Je tiens à vous saluer pour votre rigueur scientifique et vos qualités pédagogiques. Je suis très heureux que le groupe HEC vous décerne le titre de professeur honoris causa, et au nom de tous ici présents, je vous souhaite la bienvenue dans notre communauté académique. Merci. Please visit us at www.agc.edu.